Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de février 2023. Alors, je sais, je suis en retard d'environ 2 semaines sur les vidéos de la chaîne. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il n'y aura pas de book haul, en tout cas pour le mois de février. Je regrouperai tout pour le mois de mars. Et peut-être pour le mois d'avril, ça sera à voir parce que je n'ai pas assez de contenu, en fait, pas assez de livres à vous présenter pour faire un book haul complet. Donc voilà, j'ai décidé de reporter en fait à un mois suivant en espérant qu'il y ait plus d'acquisitions. Pour l'instant, j'ai assez peu, donc ça me va bien pour le carême. Mais pour le mois de février, même si une panne de lecture m'est tombée sur le coin du nez à la fin du mois de février, j'ai quand même 16 ouvrages à vous présenter. Et petite explication, voilà, au mois de mars est sorti le 14 mars mon nouveau roman Respire Sacha. C'est pour ça aussi que je suis un peu dans la panade ce mois-ci parce que je n'arrive pas à gérer tout en même temps. Donc voilà, assez parlé, assez de blabla, on se lance dans les 16 bouquins que j'ai à vous présenter. Alors, je vous avais laissé début février pour le bilan du mois de janvier avec 2 lectures en cours, Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, lu par Séverine Quéron puisque j'ai écouté la version audio sur Audible, et aussi avec Cher Benoît XVI d'Alexia Vidéo aux éditions Emmanuel. Je vais commencer par celui-ci. Alors, Et soudain tout change, j'ai eu à la fois du plaisir et du mal à réécouter cette histoire parce que pour moi c'est celle que j'apprécie le moins de Gilles Le Gardinier pour la fin qu'elle comporte, parce que voilà, il y a quelque chose qui me serre le cœur à chaque fois. Je la trouve quand même très triste, même si elle est belle, même si elle est porteuse d'espoir, qu'elle est vraiment vivante, mais voilà, pour moi il y a quelque chose qui me chagrine à chaque fois dedans, donc j'ai un petit peu du mal à la relire, mais ça m'a fait du bien quand même de la relire et de me laisser transporter par toutes les émotions qu'il y a dedans, parce que voilà, Gilles Le Gardinier, c'est de l'émotion, et de retomber effectivement dans cette période en fait du lycée qui était assez fun, voilà, de retrouver cette bande d'amis qui sont très très soudés et de vivre quelques péripéties assez fun avec eux. Et la narration par Séverine Quéron était vraiment chouette, donc vraiment un vrai plaisir. Et j'ai fini aussi au mois de février Cher Benoît XVI, qui a été une super lecture, vraiment une lecture qui m'a enflammée. En fait, on a une espèce de correspondance à sens unique, puisque Alexia Vidéo en fait écrit à Benoît XVI à l'intention du lecteur. Mais si vous voulez, voilà, elle lui écrit une lettre et elle le cite régulièrement pour montrer effectivement ce qu'a été son pontificat, quels ont été les textes les plus marquants, les plus beaux qui ont jalonné son pontificat, et quels ont été un peu ses grands messages par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un pape pour lequel j'avais beaucoup d'affection parce que je l'ai rencontré au JMJ, je l'ai écouté parler en français au JMJ à Madrid en 2011 et ça m'a profondément touchée en tant que jeune qu'un pape parle français et qui s'adresse à nous. Enfin voilà, ça m'avait vraiment touchée. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi en dehors de ça. Mais voilà, j'avais une affection assez profonde pour lui. Et du coup, ça me donne très envie de me plonger dans différentes encycliques, que ce soit les siennes, que ce soit celle de Jean-Paul II, que ce soit celle du pape François, parce que je n'ai pas forcément en fait le réflexe de lire les encycliques, alors que de fait ce sont des ouvrages très précieux et que je pense qu'ils peuvent vraiment nous faire grandir dans notre vie de foi et dans notre vie quotidienne. Donc je vous conseille en tout cas de tout cœur celui-ci, parce que pour découvrir ou pour redécouvrir ce pape qui a souvent été calomnié, c'est un super ouvrage. Après ça, j'ai lu Forge Sang de Thierry Marcotte en auto-édition. Je remercie encore Thierry pour sa confiance. C'est un livre avec lequel j'ai eu du mal, et il le sait tout simplement parce que l'univers gore est pour moi très compliqué à gérer. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, la violence, le sang, voilà. Et on est dans un univers qui est vraiment axé là-dessus, mais qui a des personnages qui ont vraiment une évolution psychologique, une base psychologique, pardon. Et pour moi c'est très précieux, et c'est toujours le cas en fait dans les univers de Thierry Marcotte, ce que j'avais déjà remarqué dans sa série Le Pacte des éléments. Et donc voilà, ça a été une bonne lecture pour les personnages, mais vraiment dérangeante de par l'univers. Donc je continuerai pas la série, mais si vous, ça ne vous dérange pas ces univers-là, foncez, parce qu'il y a vraiment une raison à tout ça derrière, et une vraie réflexion sur pas mal de choses. Aussi une utilisation de la mythologie qui est vraiment intéressante. Donc voilà, en plus effectivement de l'évolution des personnages et du message que la lumière finit toujours par l'emporter au travers de tout ça. Mais c'est un premier tome, donc je ne vous gâche pas le suspense, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans la suite. Mais en tout cas, un immense merci Thierry pour ta confiance et pour les échanges. N'hésitez pas vraiment à aller parler aux auteurs quand vous avez fini un bouquin, que vous ayez aimé ou non.
tant que c'est un commentaire constructif, ça donne parfois lieu à des échanges qui sont hyper intéressants et surtout qui nous enrichissent en fait, que ça soit lecteur ou auteur. Donc merci et je vous encourage du coup à vous pencher sur ces ouvrages quels qu'ils soient. Après ça, j'ai littéralement dévoré, je crois qu'on peut dire dévoré, les 5 premiers tomes de la série Les Indispensables de Brunor, dans différentes éditions, c'est marqué Brunor Édition, donc voilà. Qui sont en fait effectivement une enquête sur Dieu. Donc le premier c'est le mystère du soleil froid, un os dans l'évolution, le hasard n'écrit pas de message, la lumière fatiguée, l'être et le néant sont dans un bateau. Et en fait je m'attendais pas du tout à autant apprécier. Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma wishlist et on me l'a prêté récemment, donc j'étais contente de pouvoir enfin tester. Et en fait j'ai découvert un ouvrage qui est axé sur les découvertes scientifiques de ces dernières années et de voir en fait ce qui concorde entre guillemets avec notre foi sans qu'il y ait de concordisme. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire accorder les découvertes de la science avec ce qu'il y a dans la Bible, mais par contre, on regarde s'il y a des similitudes entre ce que la science a découvert et par exemple, est-ce que la Bible disait déjà ce genre de choses à l'époque. Et en fait, on a des parallèles qui sont hyper impressionnants et surtout des découvertes scientifiques qui sont assez effarantes et qui du coup nous permettent en fait de nous rapprocher un petit peu du mystère de Dieu, même si je sais que du coup pas mal sont froissés quelque part de voir que voilà, il y a la religion et la science ne sont pas censées en fait se juxtaposer, mais en fait il n'y a pas de contradiction entre science et religion. Et pour moi qui suis effectivement chrétienne, c'est un ouvrage que je trouve très précieux parce que très argumenté, drôle aussi. Sous forme de BD, ça rend les choses assez amusantes. On peut jongler entre les registres et Brunor ne se gêne pas pour le faire. Et voilà, c'est une BD qui est accessible à partir, on va dire, de 15 ans, je dirais, parce qu'il faut quand même, il faut pouvoir comprendre toutes les explications qui sont faites sur l'ADN, sur les différents messages, sur l'évolution, tout ça. Mais je trouve que pour un chrétien, ça peut tout à fait réconcilier quand on n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire ce pont en fait entre effectivement foi et science. Parce que quand on n'a pas eu l'occasion de nous dire, mais en fait, la Bible, c'est un récit imagé de quelque chose qui veut nous dire ceci, cela, ça n'est pas du créationnisme. On est un peu perdu entre les deux, donc voilà, je trouve que ce genre d'ouvrage est plutôt sympa pour vraiment faire je dirais pas la part des choses, mais pour se faire son avis, et voilà, ça ne convaincra pas, je pense, un athée de se convertir, mais en tout cas, ça peut effectivement, pour un chrétien, aider du coup à réfléchir sur le monde qui nous entoure sous le regard de Dieu aussi, donc c'est un gros plus. Et je vous le conseille vraiment parce que ça a été vraiment un excellent moment de lecture pour moi. Après ça, j'ai fait une autre découverte absolument géniale, cette fois-ci en manga. Ça a été une sacrée manie, donc c'est les 2 intégrales, enfin édition double, le volume 1 et le volume 2 de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo aux éditions Delcourt et Tonkam. C'était trop bien! Alors au départ j'ai eu un petit peu du mal avec le dessin parce que si vous suivez la chaîne vous savez que je suis assez sensible au dessin dans les mangas et que j'aime bien que ça soit assez doux, que ça soit, je dirais pas poétique mais voilà. J'aime que ça soit assez délicat on va dire et le début de Une Sacrée Mamie était clairement pas dans ce registre là mais comme pour A Silent Voice j'ai décidé de continuer et en fait je me suis laissée vraiment très vite prendre par l'histoire où on découvre effectivement que... attendez... Akihiro, voilà, je cherchais son nom. Akihiro, en fait, va être confié à sa grand-mère parce que sa mère ne peut plus s'occuper d'elle à Hiroshima. Donc, il va se retrouver dans la campagne avec sa grand-mère qui est pauvre. Et quand elle dit pauvre, c'est vraiment pauvre. Mais en fait, elle a quand même le nécessaire. Et il va apprendre effectivement à faire avec le nécessaire, à se débrouiller. Il va apprendre le sens et la valeur des choses. Et j'ai trouvé en fait cette histoire vraiment sympa. Il y a le sens de l'amitié aussi. Et c'est vraiment les valeurs de toute une époque, les valeurs familiales, les valeurs d'honneur aussi, tout ça, c'est sous le regard d'un enfant. Parce que ça reste quand même le regard d'un enfant et ça reste vraiment des histoires touchantes et de voir aussi comment était l'éducation à l'époque, en tout cas dans cette région-là, parce que c'est basé en fait effectivement sur des faits réels, même si c'est tourné en fiction. Donc voilà, moi ça m'a vraiment touchée. Je crois qu'il y a 6 volumes doubles et j'ai vraiment hâte de me procurer la suite pour voir effectivement comment ça se passe dans les années suivantes parce qu'il me semble qu'à la fin du tome, de l'édition double numéro 2, je crois qu'il a 10 ou 11 ans en fait, Akihiro. Et j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe ensuite et de voir comment sa relation avec sa grand-mère continue de se tisser parce que c'est extrêmement touchant. Donc je peux vraiment que vous conseiller parce que
parce que voilà, je trouve ça assez atypique et en même temps c'est beau. Il y a quelque chose de très beau dedans en fait, hein, de très vrai aussi. Donc voilà. Après ça, retour à la bande dessinée, puisque je me suis plongée dans Les Trois Mousquetaires, donc d'après l'œuvre de Dumas, réalisée pardon, par Delalande, Prolongo et Bidault, aux éditions Plein Vent. Inutile de vous dire que c'était un livre que j'attendais vraiment beaucoup. Il fait partie des rares acquisitions que j'ai fait pendant le mois de février et je l'attendais avec une impatience folle. Je suis hyper fan des Trois Mousquetaires de Dumas. Le roman pour moi fait partie de mes romans cultes. Et cette lecture a été un petit peu une déception, pas au niveau du dessin, parce que je trouve que vraiment on se retrouve, enfin on a vraiment l'ambiance de l'époque. Les dessins retracent assez bien effectivement les costumes, les ambiances au niveau des couleurs aussi, on se retrouve très bien. Je trouve que le dessin est vraiment sympa, mais le problème c'est que mettre un roman de 700 pages dans une BD, c'est compliqué. Il faut faire des choix scénaristiques qui ont pourtant été très intelligents ici, mais on ne peut pas retracer tous les dialogues, toutes les scènes, tous les détails qui font qu'on se représente vraiment quelle est l'amitié entre les trois mousquetaires et D'Artagnan qui n'est pas encore mousquetaire. Et en fait c'est un petit peu dommage parce que du coup pour moi ce qui fait la force des Trois Mousquetaires c'est vraiment cette camaraderie, c'est vraiment le caractère un peu bouffon parfois de D'Artagnan qui est pourtant très intelligent, le caractère bonhomme de Porthos, le caractère très intelligent aussi et très aimable d'Aramis qui penche toujours entre la prêtrise et les mousquetaires, et aussi le caractère un peu sombre mais très très noble d'Athos qu'on ne peut pas comprendre en fait ici. Il y a même parfois, je trouve, des moments en fait où il est un petit peu difficile de comprendre les clés de l'intrigue parce que tout est extrêmement lié en fait dans le roman. Mais encore une fois, voilà, il y a des choix très intelligents qui ont été faits au niveau de la narration et de la présentation en fait du texte et des événements qui permettent quand même de comprendre. Mais je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas lu Les Trois Mousquetaires, ça peut manquer de charme. Pour quelqu'un qui les a lus, c'est voilà, on se dit ah oui c'est ça, waouh ouais, ouais. On retrouve, il y a un certain plaisir effectivement à retrouver les Trois Mousquetaires sous ce format, qui reste quand même, on doit se dire, assez fidèle. Mais voilà, pour moi c'est un peu une déception parce que ce qui fait mon amour pour les Trois Mousquetaires, je ne l'ai pas forcément retrouvé là-dedans. Mais c'est quand même une œuvre que je vous conseille parce que c'est les Trois Mousquetaires, voilà. Et que ça reste quand même hyper intéressant de voir une œuvre classique transposée en BD. Je trouve que c'est quand même excellent de voir ça, mine de rien. Donc voilà, vous avez mon avis en détail. Je vais vous parler maintenant d'un livre qui a été pour moi un ovni littéraire. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Plus de 2-3 semaines après. Il s'agit des Pieuses Combines de Réginald de Thomas Hervouet aux éditions Cassard. C'est une collection des éditions Emmanuel. J'ai lu récemment, au début de l'année, un livre de Thomas Hervouet, L'invention de la famille occidentale, que j'avais beaucoup apprécié, qui était effectivement dans le registre universitaire. Là, on est dans un roman, donc c'est pas du tout le même genre. Et en fait, je ne sais pas combien de fois dans le bouquin, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette histoire? Et peut-être 2 paragraphes plus loin, j'étais là, waouh, c'est du génie cette narration quand même. Et il y a des moments qui m'ont laissé un peu mal à l'aise aussi, d'autres où j'étais là, ça résonne quand même un petit peu sur ce que j'ai pu vivre certaines fois. Ne serait-ce que sur l'incrédulité de certaines pratiques religieuses ou voilà, sur les différentes manières de piété. Je pense qu'on peut tous se retrouver à un moment ou à un autre effectivement dans ce que vit Réginald. On peut très bien comprendre qu'il y a beaucoup d'humour en fait là-dedans, et pour ça effectivement parfois j'ai trouvé ça très très drôle, la manière dont le narrateur lui-même s'incruste dans l'histoire pour présenter les choses, et c'est pour ça que je parlais de génie narratif. Mais ouais, je sais pas, il y a un sentiment de je ne sais pas quoi penser. Donc ce premier tome, enfin surtout disons que la fin m'a paru à la fois géniale, parce qu'il y a un retournement de situation que j'ai pas vu venir, et bâclé parce qu'il y a un héros qui du coup a des sentiments qui sont un peu précipités, je dirais, par rapport au reste de l'histoire. Donc c'est dommage. C'est dommage. J'ai trouvé que c'était pour un personnage un peu creux, et que par contre pour certaines fois c'était juste génial. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a pas peut-être parfois de l'humour qui m'a laissé perplexe, ou effectivement des traits comiques qui m'ont paru peut-être de trop, mais je trouve que c'était une lecture quand même assez sympa à faire, qui m'a changé effectivement, et voilà. Mais si vous cherchez un ovni,
un ovni littéraire chrétien, bah, je vous conseille celui-ci parce que c'est clairement ce que c'est et que ben, je pense que je devais le lire. Et je suis pas mécontente de l'avoir lu, mais je ne sais toujours pas quoi en penser. Voilà, il y a des livres comme ça, on ne sait toujours pas. Et bah, celui-ci en fait partie. Après ça, j'ai lu L'Histoire de Pâques de Annette Langen et Martina Hoffmann aux éditions Emmanuel Jeunesse. Vous avez sûrement déjà vu passer, si vous suivez la chaîne, quelques ouvrages de ces deux auteurs. Et encore une fois, effectivement, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié par sa douceur, comme vous pouvez voir sur les dessins, voilà. C'était très joli à voir, très doux et aussi très pudique en fait. Parce qu'effectivement, l'histoire de Pâques, c'est l'histoire de Jésus qui est accueilli pour les rameaux, effectivement, en sauveur, avec des hosannas de partout. Et en fait, qui finit sur la croix, parce que, enfin, quelques jours plus tard, et Annette Langen et Martina Hoffmann ont très bien réussi à illustrer par les mots et par les images cette histoire pour les petits, parce qu'effectivement, il n'y a aucun sang, mais par contre, effectivement, on a la représentation de la croix, on a ce qui s'est passé, que Jésus a été accusé injustement, qu'il a été trahi par Judas, et qu'effectivement, il est ressuscité le 3e jour. Donc c'est un joli album pour présenter aux enfants ce que c'est que le sens de Pâques sans que ça soit trop violent. Même si effectivement il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits, on ne peut pas tout mettre non plus dans un album, mais avec des mots simples et des images vraiment très belles, même très parlantes. Enfin, voilà, on a par exemple l'agonie de Jésus à Gethsémani, ça nous montre avec des visages assez expressifs tout ce qui a pu se passer. Et voilà, enfin, c'est des dessins très simples et très doux. Donc vraiment, je peux que vous conseiller, même tous les ouvrages en fait de ces deux auteurs qui sont disponibles aux éditions Emmanuel, parce que ça parle de la création, de l'histoire de l'Arche de Noé, de Noël ou de Pâques, ce sont des ouvrages vraiment sympas à lire pour les enfants et vraiment chouettes pour faire un éveil à la fois et pour qu'ils puissent comprendre effectivement les temps liturgiques de l'année. Après ça, j'ai lu, au milieu d'un week-end difficile niveau lecture, Bernadette de Isabelle Stock aux éditions Emmanuel Jeunesse, dans la collection Témoins de l'heure visible. Donc c'est une petite biographie sur Sainte Bernadette Soubirous. Donc c'est une jeune femme de 14 ans. Oui, j'ai eu un doute là d'un instant. De 14 ans qui a vu 17 fois la Sainte Vierge à la grotte de Massabielle à Lourdes. Mais pas seulement. C'est une très jolie biographie, très dynamique, qui nous permet effectivement de nous plonger dans le quotidien de Bernadette à l'époque quand elle a découvert la Sainte Vierge. Elle ignorait d'ailleurs que c'était la Sainte Vierge. Qu'est-ce que c'était son quotidien pauvre, quels étaient ses soucis de santé aussi, quelle était sa dynamique de famille, et de découvrir en fait qu'elle était une jeune fille humble, une jeune fille déterminée, et qui a préféré rester pauvre plutôt que de profiter de l'engouement qu'il y avait autour de ses visions. Et même on peut la suivre aussi en fait une fois qu'elle a quitté en fait la ville de Lourdes et qu'elle est rentrée dans les ordres, puisqu'elle est morte à 34 ans si je me souviens bien, ou 36 ans. Et bah voilà, ça nous explique en fait pourquoi c'est une sainte, quel a été son message et qu'est-ce qu'effectivement Lourdes a à nous apporter encore aujourd'hui, puisqu'on a l'époque effectivement dans la narration où on a Bernadette effectivement qui vit en fait si vous voulez, on a l'époque des apparitions et on a aussi après, pour nous expliquer quel a été son chemin après Lourdes, on est à notre époque actuelle avec des jeunes qui sont brancardiers à Lourdes. Donc ça nous permet à la fois de découvrir quel a été le quotidien de Bernadette et de la découvrir dans sa vraie personnalité, et aussi de découvrir qu'est-ce qui est devenu Lourdes depuis son passage et quel est le message qu'elle a transmis et comment on peut la voir encore maintenant et comment elle peut être appréciée aussi par les jeunes, et du coup de découvrir quelle a été son histoire ensuite. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande parce que la narration par Isabelle Stock est vraiment dynamique. C'est comme dans Les Filles du Koala, on s'y croit, on se laisse emporter. Et bah justement ce petit retournement où on suit des jeunes à Lourdes est assez... je dirais pas ambitieux, mais si en fait il est ambitieux et ça rend très très bien. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller, c'est un ouvrage censé être jeunesse, mais je vous le conseille aussi en tant qu'adulte parce que je trouve que les choses sont très accessibles et très très vivantes et qu'on a besoin de ça pour pouvoir rentrer en compagnonnage avec les saints, donc à lire. Parlons maintenant d'une suite que j'attendais avec impatience et que j'ai décidé de sortir quand j'ai vu que la peine de lecture commençait à s'installer. J'ai lu Père Elijah à Jérusalem de Michael D. O'Brien aux éditions Salvator. C'est donc la suite de Père Elijah, une apocalypse que j'avais lu en octobre l'année dernière et qui a été une immense, immense surprise pour moi.
cette suite était vraiment sympa. Alors, je n'ai pas eu le coup de cœur comme j'ai pu l'avoir pour Père Elijah une Apocalypse, tout simplement parce que le coup de cœur a aussi été induit dans le fait que c'était la première fois que je lisais un ouvrage comme ça. Mais en fait, cette suite a été vraiment très sympa à lire, j'ai eu aucun problème à la lire. Et j'ai retrouvé ce que j'avais au final tant apprécié dans le tome 1 et que j'avais peut-être pas pu cerner à ce moment-là, c'est-à-dire les relations entre les personnages. Ce qui prime vraiment dans ce contexte apocalyptique justement, ce contexte où l'antéchrist est en train de monter, c'est que vraiment en fait on se soucie de chacun et que ce sont les rencontres que fait Père Elijah qui comptent dans la balance. Ce n'est pas forcément ses actes, ce sont les rencontres et dans chaque rencontre il y a quelque chose pour le lecteur à tirer. Je dirais pas une leçon, mais il y a vraiment peut-être un enseignement en fait à prendre et une réflexion en tout cas à avoir et un point de vigilance peut-être à creuser. Et vraiment pour moi ça a été vraiment très intéressant, j'ai aimé la conclusion, elle en décevra peut-être certains, mais pour moi je la trouve tout à fait cohérente avec l'image de Père Elijah et en fait elle conclut effectivement très très bien dans la dynamique on va dire du premier tome cette série. Donc voilà, ça me donne juste envie de me plonger dans d'autres ouvrages de Michael D. O'Brien. Et parce qu'il y en a d'autres qui sont publiés en français, mais je ne peux que vous les conseiller parce qu'on a cette ambiance pesante du thriller, mais qui est beaucoup plus ralentie et qui est vraiment centrée effectivement sur le côté religieux et sur le côté rencontre et sur ce que chaque rencontre peut nous apporter. Et on ne sait jamais jusqu'à la fin ce que va être le dénouement, donc vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment, je pense, une lecture à faire. Parlons maintenant du livre qui a définitivement installé la panne de lecture. Je l'ai fini il y a 3 jours, quelque chose comme ça, 4 jours. J'en avais marre, mais j'en avais marre. Alors que pourtant c'était une suite que j'avais vraiment envie de lire. Mais là ça l'a pas fait. Donc je vais vous faire un avis complet, je n'en reparlerai peut-être pas, je le mentionnerai simplement dans la vidéo bilan du mois de mars 2023, dans un mois. Mais là voilà, je vais vous faire mon avis sur le 3e tome de La Trappe Malheur de Fabrice Adjadj. Donc Un berceau dans les batailles, publié chez La Joie de Lire. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2 parce que je trouvais que c'était un livre jeunesse dans lequel on avait vraiment l'aspect philosophique qui est propre à Fabrice Adjadj, puisque c'est un philosophe, et que chaque phrase permettait vraiment, enfin presque chaque phrase, mais en tout cas chaque situation était propice effectivement à des jeux de mots et à des phrases qui nous permettent de réfléchir sur le sens de la situation. Et plus on allait dans l'histoire, qui est déjà la base de La Trappe Malheur, c'est qu'en fait on peut le blesser. On peut lui planter un couteau, il va guérir. Par contre, il va attraper les blessures de ceux qu'il aime. Donc ceux qu'il aime vont s'en apercevoir et faire en sorte qu'il ne les aime plus pour rester sauf. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus que j'avais trouvé très sympa dans les 2 premiers tomes. Et en fait, dans le 3e tome, c'était long. C'était très très long. On a des retournements de situation qui sont parfois un peu abracadabrantesques, j'ai envie de dire. Des points qui arrivent et je me dis, mais pourquoi ? On a d'abord une réflexion sur, effectivement, qui a déjà été amorcée dans le tome 2 sur l'écologie. On a un passage avec la peste qui ne fait que nous rappeler en fait le Covid et je me suis dit ok d'accord, mais en fait ça commence à faire beaucoup tout ça. Et un héros en fait qui au départ est présenté comme assez niais puisqu'il ne comprend même pas son pouvoir et personne ne veut lui expliquer, et à partir du moment en fait où le personnage qui doit lui explique, il devient super mature et super sage. Et j'ai trouvé ça très perturbant parce qu'en fait on a 2 tomes et demi dans lequel Jacob est doux mais un peu niais, et d'un seul coup il devient, je vais pas dire qu'il se transforme en père Fouras, mais il devient très mature et j'ai trouvé ça perturbant. Après, ça ne m'a pas empêché d'apprécier certains passages, et par exemple, quand Fabrice Adjadj dit si on laisse rentrer le soleil, si on enlève le toit pour laisser rentrer le soleil dans la maison, pourquoi l'orage n'en profiterait-il pas pour rentrer aussi? La réflexion est hyper pertinente, et voilà. Mais au bout d'un moment, en fait, je trouvais ça tellement long que j'ai fini par sauter des passages et juste lire en diagonale parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est une déception pour moi, même si j'ai savouré encore une fois les illustrations de Tom Tirabosco, qui sont toujours aussi sympas, et que voilà, j'aurais aimé apprécier plus, mais pour moi c'était long et j'ai pas compris certains choix scénaristiques. C'est dommage, mais c'est comme ça arrive. Donc voilà, vous saurez pourquoi la panne de lecture s'est installée, même si je le lis quand même ces temps-ci. Celui-ci m'a définitivement ralenti dans mon rythme habituel. C'est comme ça arrive. J'espère que d'autres apprécieront mieux que moi parce que j'aime pas quand finir une série sur une conclusion décevante comme ça.
Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo qui promet d'être encore assez longue. Je la publierai durant le week-end du 18-19 mars. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de mars, enfin une excellente fin de mois de mars 2023. Je vous retrouve début avril pour peut-être un book haul, sinon juste pour un bilan lecture qui sera bien moins fourni que celui-ci du coup. Mais voilà, je vous remercie encore une fois d'être là, merci de votre patience. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous connaissez les bouquins que j'ai présentés, si vous les appréciez, s'ils vous font envie ou pas du tout. Bref, on échange comme d'habitude avec grand plaisir. Et voilà, encore merci une fois d'être là. Et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.